Bonsoir à tous, merci d'être là. Eh bien, ce soir, dans le cadre des Cafés d'Ancône, nous allons évoquer avec Rina Sherman, que nous avons le grand plaisir de recevoir, les années au Waimba. Pour ce faire, nous avons dans l'équipe Eliamine Soum, sociologue et auteur, Mohamed Amiri, journaliste, auteur et animateur de cette soirée, et moi-même, Anne Cohn. Je vous souhaite une excellente soirée. Je laisse le soin à Mohamed Amiri de vous présenter notre invité. Bonsoir Anne-Marie, bonsoir à tous. Merci Anne-Marie une fois de plus pour l'organisation de ce café avec des thèmes toujours aussi variés. Et celui-ci en particulier sur les années au Waimba. On a le plaisir de recevoir Rina Sherman, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à la Bibliothèque nationale de France très récemment pour son exposition sur ces 7 années d'immersion au sein d'une tribu qui se situe entre le nord de la Namibie et le sud de l'Angola. Et j'y ai trouvé des visages, des dessins, des photos, des films poignants. Il y a quelque chose de l'ordre, ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur la même planète mais pas dans le même monde. On est dans une autre culture, on est dans quelque chose de fascinant. Et j'ai envie, Rina, de vous poser la question, puisque vous êtes de formation musicienne. On a tous un peu envie, quelque part, un jour de s'isoler complètement dans ce type de tribu, d'être à l'écart du fracas du monde dans lequel on vit. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de vous intéresser à une tribu qui est méconnue, en tout cas pour la grande majorité des gens de ce monde, je dirais? Alors, d'abord, merci de me recevoir. Ce qui m'a donné envie, c'est vraiment grâce au séminaire du samedi matin que donnait Jean Rouch à la Cinémathèque. Quand je suis arrivée à Paris, je suis arrivée avec une bobine qui était sous le bras, qui était mon premier petit bout d'essai cinématographique. Et déjà en Afrique du Sud, comme quand on est jeune et un peu naïf, je me suis dit, j'aimerais bien travailler avec des gens comme ça, mais ne sachant pas ni où ils étaient, enfin Paris, tout ça, c'était une abstraction, c'était très très loin. Jean Rouch, on va peut-être préciser pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean Rouch est un ethnologue, un pionnier un petit peu dans ce type de... Oui, c'est un peu le père du cinéma ethnographique, mais il n'a pas fait uniquement du cinéma ethnographique. C'est aussi quelqu'un qui est le précurseur un peu, ou celui qui a donné la mèche pour la nouvelle vague. Si vous lisez un peu dans les textes, vous verrez que des gens comme Godard vont dire qu'on lui doit tout, parce que c'est lui qui a un peu libéré le cinéma français du cinéma, ce qu'on appelait jusqu'alors du cinéma à papa, c'est-à-dire un cinéma très contrôlé, très découpé. Et d'un seul coup, la caméra quittait le trépied et c'était la liberté totale. Et c'était un peu des gens comme, pas seulement Jean Rouch, mais Michel Brault, qui est un peu son équivalent au Canada, les frères Mills, Penny Baker, Leacock, un cinéaste américain qui s'est exilé plus ou moins en France. C'était la question qui se posait une fois la caméra libérée, y compris Edgar Morin pour Chronique d'un été, qui était co-auteur. Comment rendre compte du réel? C'était vraiment la grande question du cinéma de la deuxième moitié. C'est finalement... C'était une phrase du cinéaste. Et la phrase était trouvée dans un livre mal rangé dans la section dramatique Performance Art de la bibliothèque universitaire de l'université du Witwatersrand à Johannesburg. Et la phrase, très exactement, vous allez comprendre parce que ça a basculé un peu le programme, c'était « ça m'intéresse plus
de filmer la réalité telle que suscitée par ma présence et la présence de la caméra, que de vouloir prétendre de pouvoir filmer la réalité telle qu'elle. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était qu'il n'y a pas d'objectif réel. Il n'y a que de regard, il n'y a que de point de vue. Et moi, étant un petit élève de musique classique, des fugues de Bach de l'âge de 5 ans jusqu'à ce jour-là, c'était une révolution de 360 degrés. Je me suis dit, ok, donc la manière dont je rends compte de la réalité, c'est mon regard, c'est mon point de vue. Il y a une subjectivité assumée quelque part. Voilà, et c'est extrêmement important parce qu'avec la subjectivité assumée, il y a aussi la responsabilité. Parce qu'à partir du moment qu'on lève un objectif sur la vie réelle et la vie d'un être humain vivant, on prend à jamais la responsabilité pour cette vie. Parce qu'on l'accompagne, parce que l'image reste, parce qu'elle est toujours là, elle est toujours une référente. Est-ce qu'on risque pas quelque part de lui confisquer le récit de sa propre existence avec cette subjectivité? C'est extrêmement lourd comme responsabilité. C'est extrêmement lourd et parfois trop lourd même. On n'a pas peur de l'image qu'on va donner, on va y revenir tout au long de notre échange. On a peur, oui, parce que ça peut aller jusqu'au drame. La personne peut en mourir. On prend vraiment la responsabilité de la vie de la personne, la manière dont on rend compte, le point de vue qu'on porte sur la vie de quelqu'un. On prend la responsabilité de la vie. Et ça, c'est extrêmement important quand on rentre dans ces questions-là. C'est pas n'importe quoi et c'est extrêmement dangereux. Ou ça peut l'être, en tout cas. C'est pas une plaisanterie et c'est pas un terrain pour cowboy. Et c'est pas juste une question de moi j'ai un regard, je suis ethnographe, je suis journaliste. Ça me fait rire quand je vois tous les journalistes aujourd'hui, ils vont dans les écoles, ils apprennent la communication et ils apprennent surtout d'avoir la petite opinion. Mais c'est extrêmement dangereux et c'est extrêmement grave. Ce qui peut arriver. C'est ça qui vous attire chez Jean Rouch lorsque... Dans un premier temps, c'est ça qui m'attire, mais à l'époque, je prends pas la mesure de l'ampleur. Et de là a commencé un très long chemin qui, aujourd'hui, fait que quand je filme quelqu'un, je sais que c'est un accompagnement à jamais. Parce qu'on rentre dans la vie des gens. On a besoin d'eux. Finalement, ils nous laissent rentrer. Il y a un lien qui se crée. Au bout d'un moment, ils ont besoin de nous. Parce que c'est un vrai rapport qui se crée. Et on a, en tant qu'être humain, une capacité limitée de portage, de liens qu'on peut assumer et qu'on peut porter pendant toute sa vie. On ne peut pas dire, maintenant c'est fini, je range l'image. Parce que la personne, son image existe. Demain, quelqu'un peut le voir. Demain, quelqu'un peut l'appeler en disant, j'ai vu ton image, tu as dit ça, ça, ça ou ça. Et il faut toujours être là, toujours être prêt à l'accompagner, toujours assumer aussi les conséquences. Vous révolutionnez quelque part l'ethnographie, l'ethnologie, en y mettant du film. Oui. Vous arrivez en France... Ethnographie. Vous arrivez, vous, d'Afrique du Sud, et vous êtes toujours musicienne à ce moment-là, lorsque vous découvrez cet homme-là et cette passion naissante chez vous pour cette discipline, finalement. Je n'étais plus musicien praticien. J'étais devenue performance artiste, c'est-à-dire que on a été là, il faut quand même situer un peu. On est au début des années 80 en Afrique du Sud. C'est a state of emergency en permanence, c'est-à-dire c'est l'état d'émergence, d'urgence. On a le droit de quasiment rien faire. On peut aller en prison pour dire le mot Mandela. On peut aller en prison pour avoir un ami qui n'est pas classifié dans la même catégorie de race, parce que c'est un régime de ségrégation raciale. Donc c'est très difficile d'imaginer, mais à l'époque c'était une ambiance absolument électrique. La seule zone de partage ouverte était un peu le milieu intellectuel et artistique, et encore le partage était quelques blancs, souvent de la communauté juive, qui se voulaient progressistes
et qui organisait déjà un peu un théâtre où on avait un Africain dans un rôle bien précis, souvent bien campé. Mais moi, à l'époque, j'étais comédienne, la première comédienne dite blanche, parce que qu'est-ce que ça voulait dire de se dire qu'on est blanche? Pour moi, aujourd'hui, je dois dire que ça n'a vraiment plus de sens. Mais pour comprendre à l'époque la situation, et ce théâtre, c'était le seul théâtre qui était organisé par les gens de la mouvance ou de du regroupement de la conscience noire. C'est-à-dire, c'était un théâtre qui était lié au groupement Azapo et à la pensée de Stephen Bantu Biko, qui était vraiment, pour moi, déjà à l'époque et a posteriori, certainement l'esprit le plus éclairé que l'Afrique du Sud n'a jamais produit. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai pu prendre mon envol, parce que qu'est-ce qu'il disait en premier? Pour libérer l'Afrique du Sud, pour libérer les esprits, il faut d'abord libérer l'esprit avant de prendre l'arme. Et si, à l'époque, la majorité des Sud-Africains ont justement dit il n'y a plus d'apartheid, qu'est-ce qui se serait passé? Oui, ils avaient en face une armée armée jusqu'aux dents. Il y aurait eu dommages collatéraux des milliers de personnes. On a de toute manière eu ça. Mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire si on avait juste tous dit mais on s'en fout de votre apartheid, on ne va plus en tenir compte? Ben, ils n'auraient pas pu faire grand-chose pendant très longtemps. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'il est plus des nôtres, parce qu'il faisait peur plus que juste à la minorité blanche. Il faisait aussi peur à l'ensemble de la société qui était bien pensant et qui n'entretenait pas forcément des idées aussi révolutionnaires que ça. Donc voilà le contexte dans lequel j'ai quitté l'Afrique du Sud. Donc vous imaginez, quand je suis arrivée à Paris, les idées de Biko à Paris, on ne connaissait absolument pas. On était encore à demander si j'étais une gentille blanche. Il fallait que je montre pas de blanche à chaque fois. Alors j'avais l'habitude de dire dans le noir, tous les chats sont gris, je ne sais pas si je suis gentille ou pas, et parfois je le suis et parfois pas. Donc ça s'émet une espèce de confusion déjà à l'époque. Mais en tout cas, moi j'ai été tellement libérée par ces idées-là que j'étais pas même à Paris de recommencer les mêmes histoires de oui, je suis une gentille blanche. C'est quoi une gentille blanche? Ou juste? J'ai toujours pas compris. Mais c'est votre expérience aussi, enfin votre expérience, votre vie dans l'Afrique du Sud de l'apartheid aussi, qui à un moment donné a fait naître en vous cette envie d'aller vers l'autre et de non. Alors je reviens à ces séminaires ou ces samedis matins que faisait Jean Rouch à la Cinémathèque. C'était absolument extraordinaire. Il y avait des gens de tout horizon. Il y avait des fous du village, il y avait des grands scientifiques, il y avait des cinéastes qui venaient de toutes parts, qui arrivaient avec leur rush, avec des bobines mal faites ou à moitié faites. Et lui, dans la tradition de Henri Langlois, qui était le fondateur de la Cinémathèque française, il faisait une espèce de montage des films. Et il montrait les grands classiques comme des rushs à moitié aboutis, comme des rushs ratés, comme des bouts d'essai ratés, comme des bouts d'essai absolument géniaux. Et tout le monde pouvait dire leur idée. Et parfois, il y avait des gens qui disaient n'importe quoi. Il y avait des gens qui jetaient des tomates, enfin je dis proverbial, de façon proverbiale, où il y avait des gens qui disaient vraiment des choses extrêmement sensées. Et qu'est-ce que ça faisait? Ça nous faisait tout simplement faire réfléchir. On apprenait à discerner, à juger par nous-mêmes, à critiquer des grandes personnalités comme Jean Rouch ou des Pardons ou je ne sais plus qui encore qui passait par là, ou des jeunes comme moi qui faisaient leur première petite sortie bancale ou avec beaucoup de maladresse ou des idées pas tout à fait formulées. Et c'était une fabuleuse sauce où c'était en fait ça mon doctorat, les 500 pages ou 800 pages que j'ai dû pondre de façon féodale après pour passer le cap. C'était évidemment important parce que sa structure, il faut travailler, mais c'était ça, c'était un brassage des idées et en toute liberté, et Jean était entouré de gens absolument fabuleux. Il y avait Xavier de France qui, à la fin de séance, faisait un sort
de synthèse. Il y avait des gens qui disaient, qui parfois l'attaquaient de manière frontale en disant mais tu dis n'importe quoi. Il répondait oui, je dis n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Donc c'était à la fois très sensé, très intelligente et du grand n'importe quoi. Et c'était absolument délicieux. Et venait donc Jean Rouch et Germain Diternan, revenaient des Dogons et montraient le rush et racontaient des histoires absolument fabuleuses de ce qu'ils ont vécu sur le terrain et en Afrique et qui faisaient naître chez moi un désir d'aller vivre des choses semblables, mais de façon très naïve. Oui, vous n'aviez pas imaginé y aller, vous aviez envie, mais de là... Si, j'avais imaginé, parce que je l'ai quand même fait, mais j'ai jamais imaginé les difficultés. Vous n'avez pas mesuré l'ampleur de... Ah non, de se retrouver jour le jour, comme ça, face à des gens qui sont pas du tout impressionnés par moi et ma petite présence, qui ne voyaient pas que moi j'ai un programme de recherche, et j'ai des comptes à rendre, et j'ai des subventions, et qui s'en moquaient complètement du fait que quand on est en subvention, il faut rendre compte de chaque centime qu'on dépense et comment on le fait. Et si on ne le fait pas bien, mais on n'a pas une deuxième subvention parce que c'est un tout petit club et le mot passe très vite. Et si on abuse de ça... donc c'est... La Cinémathèque, finalement, transforme votre trajectoire pour aller vers le cinéma. Mais oui, parce que aussi j'avais déjà rentré dans cette idée d'écriture de caméra stylo, d'écriture à l'image, c'est-à-dire que c'est une véritable écriture. Et c'est une écriture où pendant qu'on tourne, il y a déjà grammaire, c'est-à-dire il y a déjà une dramatisation. On n'a pas un découpage où on a plan d'ensemble, gros plan sur chaque personnage, plan de coupe, profil là, tasse de thé et tout ça comme découpage. Il faut faire un plan en temps réel, mais le temps réel, si on filme juste la tasse pendant 20 minutes, ça n'a aucun sens. Il faut faire la tasse dans un seul plan, sur vous, l'ensemble, une réaction, une sourcil qui fronce, tout ça c'est un plan, c'est-à-dire c'est une dramaturgie qui s'inscrit dans l'image en temps réel. Et ça, il faut... Ne pas faire des acteurs, des comédiens, finalement, parce qu'à un moment, on peut se prendre... Si. C'est les meilleurs acteurs sont des non-acteurs. Ils ont des vraies gueules, ils ont des vraies réactions. C'est justement ça, ce cinéma. C'est de faire, à partir de la réalité, une dramaturgie qui tient la route comme récit, comme une narration. Qui est inspirée du réel. Et qui, parfois... transforme le réel et qui doit rester de l'ordre du plausible et qui peut, avec plus de force, évoquer la réalité, laisser les gens dire eux-mêmes ce qu'ils ont à l'esprit, puisque c'est leur vie, c'est eux-mêmes qui savent le mieux où ils veulent en venir. Justement, c'était ça l'idée au départ. Ça m'intéresse plus de filmer la réalité telle que suscité, évoqué par la présence de la caméra, que de prétendre de pouvoir le filmer tel quel. Quel type de cinéma vous voulez faire? À l'époque, je me préoccupais plus avec un cinéma très plastique, très avant-gardiste, et j'ai commencé peu de temps après à élaborer un film opéra en 1935 sur un libretto qui est un poème érotique que j'avais écrit à l'âge de 18 ans en Afrique du Sud, que j'ai pris, et une musique que j'avais composée quand je faisais des études de musique, et j'ai pris des musiciens, et j'ai pris Jean Rouch et Germain Diternan, et Ciné, et un tas de gens comme ça, et on a fait une espèce de sauce, on a fait 2 films, et même Les Locataires, et le film opéra L'œuf sans coquille, et on a travaillé comme ça, et Jean Rouch, il a joué son propre maître fou, dans un queue de pie un peu customized, et il ne s'est même pas posé la question, il a fait ça... merveilleux acteur, et même Les Locataires, qui était une sorte d'ethnographie de mon esprit, adaptée à la vie de tous les jours de Noisy-le-Sec, qui est une ville qui a une histoire très riche. Donc on a fait une espèce de mélange de tout ça, on a fait des films à partir de ça, et voilà, ça c'est... Là vous étiez dans l'ethnographie, mais à Noisy-le-Sec, c'est ça? Oui, les gens disent que c'est une ethnofiction. Moi, j'aime pas tellement le terme ethnofiction, même par rapport à Jean Rouch. On dit ethnofiction
Je sais pas. C'est peut-être là où c'est de la fiction. Non, mais moi, j'ai jamais donné un rôle, j'ai juste donné, j'ai donné un lieu et peut-être un indice de situation. Par exemple, il y a Fyodor Atkin qui est venu jouer face à Geno Lechner, une comédienne allemande qui a travaillé dans le monde entier un peu. Et ma Fyodor, il était un peu dérouté au départ. Il m'a dit, mais donne-moi quelques indices et tout ça. Et donc j'ai vu il avait l'habitude justement des découpages et j'ai rien contre ça. Il y a de la place pour tout le monde. C'est un très très bon acteur, Fyodor Atkin, mais il n'avait pas l'habitude de ces méthodes-là. Et donc j'avais juste dit, mais il y a un appartement vide, un peu délabré, il y a une femme et un homme, c'est peut-être suffisant pour explorer des idées. Ils l'ont fait, il a très bien fait. Il avait un peu peur, mais il a très bien fait. Dans le huis clos d'un appartement, vous étiez? À l'époque, je travaillais beaucoup avec de l'eau ou l'absence de l'eau ou des bassins vides. Donc il y avait un tas de scénarios comme ça. Autour, on a trouvé une piscine vide, on a fait courir des petites filles qui ont adoré ça. Ils n'avaient pas besoin de scénario. Elles couraient, elles s'amusaient. Ça fait des scènes plastiques très beaux qui est un peu l'ethnographie d'une certaine plastique de mon esprit. Et il y a certaines personnes à Noisy-le-Sec qui ont très bien accepté. Il y en a d'autres qui étaient très ancrées dans la réalité, lors même de la première présentation dans la fabuleux cinéma où était fait la séance de cinéma, le cinéma intercommunal entre Montreuil et Noisy-le-Sec. Comment elle s'appelle? Ah, vous devez connaître. Cinéma de la dernière séance? Oui, voilà. Dans ma ville. Voilà, exactement. Et qui ont dit, oh non, Lina, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas ça, Noisy-le-Sec, qui ont parti en trombe. Mais bon, pour moi, ça fait partie du cinéma aussi, j'accepte. C'était la performance plastique de Noisy-le-Sec. En permanence. Après ça, on se demande bien ce qui va vous mener à être attiré par... Mais par moi, je reviens à ces séances d'images que Jean et Germaine ramenaient. Et je pense qu'au fond de moi, il y avait un besoin de retour en Afrique, mais je n'avais absolument pas envie de me retrouver, comme quand je suis arrivée à Paris, de me retrouver dans ce discours ségrégationniste, de ce poison tout le temps, il faut tout le temps se situer, parler de ça. J'avais envie juste de rencontrer des gens, d'être en Afrique. Donc j'avais, je pense, opté pour un retour peut-être qui était un peu marginal, mais du coup qui a été un très grand challenge parce que je me suis retrouvée par un concours de circonstances chez les Ovaïmba, qui étaient des gens qui n'ont jamais été vraiment soumis de la même manière que les Sud-Africaines sous le joug de la ségrégation raciale. En fait, les Ovaïmba, ils n'avaient même pas un mot, ils n'ont même pas un mot dans leur langue pour dire qu'ils sont noirs. Ils parlent de gens, et c'est tout. Ils n'étaient pas très impressionnés par moi. Et on est parti de pied d'égalité tout de suite, ou peut-être moins de pied d'égalité parce que le chef chez qui j'étais logée pendant 7 ans, on a mis quand même un petit moment au début qui était assez conflictuel parce qu'il voulait absolument me dominer et moi je voulais absolument pas être dominée par lui. Dominée parce que femme ou blanche? Parce que femme blanche, jeune, enfant, et lui c'est un roi et qui avait un sens d'une aristocratie ancestrale et moi j'étais rien. Une fois qu'il a compris que j'avais un travail à effectuer et que j'étais une personne respectueuse mais aussi à respecter, on s'est très bien entendu, il m'a adopté comme son enfant et on a fait un chemin humain complètement extraordinaire ensemble. C'était petit à petit que j'étais happée par la relation et l'aventure humaine qui a pris le dessus. Parce qu'on ne peut pas rester 7 ans avec des gens et rester indifférent. Il y a des complicités qui se créent, il y a des amitiés qui se créent, il y a parfois des irritations qui se créent, des animosités comme mais partout ailleurs. Et je pense qu'au départ, il y avait peut-être chez moi aussi une part
de recherche plastique, voire un certain exotisme, et qui petit à petit, évidemment, qui s'est estompé quand j'ai compris que l'être humain en face de moi, certes, est très beau, a une vestimentaire qui visuellement est absolument magnifique, mais quand l'être humain devient un être humain, qui a des moments de bêtise, qui a des moments de stupidité, qui a des moments de grande beauté humaine, et qui a une vraie relation qui s'installe, mon cinéma est devenu un témoignage de ce processus-là. Au bout de combien de temps il y a cette émotion qui est... Très vite, santé, très vite. Très vite, ça veut dire? Dès le premier soir, il y avait des personnalités qui ont su se mettre en contact avec moi. Même sans vous comprendre, vous ne parliez pas la même langue? Non, parce qu'au départ, j'ai été assistée par des gens qui pouvaient traduire, mais une jeune femme qui s'appelle Mukanjo, dès le premier soir, il y a eu comme une reconnaissance. Elle s'est dessinée. Dès le premier soir, on était autour du feu. Et évidemment, ils avaient l'habitude des gens qui passaient comme ça, mais c'était le plus souvent les ethnographes ou les anthropologues, c'était des hommes. Il y a un seul roi dans la tribu? Non, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui octroie le statut de roi? C'est l'héritage. Il y a une siège, richesse, en fait. il y a une siège et c'est transmis de génération en génération. D'accord. Parce que les Ovaïbas sont environ 50 000, là, si je ne me trompe pas. Oui. Il y a combien de selon rois les statistiques. Selon les statistiques. Il y a combien de rois sur 50 000 Moi, j'en ai connu environ 8. 8 rois. D'accord. Ils sont plus nombreux. Enfin, il y en a. Oui, quand je dis roi, je me réfère au mot mbara, en Ocherero, qui veut dire roi. Maintenant, il faut savoir ce qu'on appelle chef aujourd'hui. C'est le résultat des colonisations successives, c'est-à-dire les administrateurs allemands, anglais, sud-africains. À partir de 18, le sud-ouest africain est passé sous mandat sud-africain et successivement, ils sont arrivés dans ces contrées. Ils s'occupaient très peu de ces contrées. Il faut se dire, c'était très loin. Les gens, ils posaient de problèmes à personne. On les laissait tranquilles, quoi. Oui, ils venaient faire de la chasse. Là, les grands administrateurs ou les colons, ils venaient faire de la chasse là-bas. Ils étaient en échange avec des gens du côté portugais. Les Portugais avaient un passage de commerce entre l'Angola avec le Mozambique. Donc, ils passaient par là. Ils faisaient du troc. Ils se servaient des gens pour faire la chasse. Ils les donnaient de l'ivoire. Et progressivement, pour imposer un peu de l'ordre, ils venaient là, ils demandaient qui est le patron, en gros. Et pour savoir qui était le patron, ils demandaient qui était l'aîné. Et l'aîné était, il disait, c'était le Homo-ona. Qui était le Homo-ona? C'était l'homme qui avait le plus de bétail et qui occupait le plus de pâturage et qui avait le plus d'influence. Et c'était son fils qui était élu. La génération suivante, c'était le fils le plus adapté de son frère, parce que ça passait pas de génération dans la même famille. Il changeait, c'était très intelligent aussi de faire ça pour que le pouvoir se déplace un peu. Mais donc, c'était sur cette société acéphale, c'est-à-dire une société sans tête pyramidale, qu'a été imposée la notion de chefferie, à qui les colons donnaient de l'argent et un peu des fusils après, pour maintenir de l'ordre. Mais au départ, c'était assez doux comme procédé. C'était à partir du moment où il y avait des guerres d'indépendance en Namibie et en Angola, où cette organisation qui s'est imposée sur une société acéphale est devenue beaucoup plus rude et qu'on a eu des égorgements pour faire peur aux gens s'ils allaient loger des terroristes. Les Ovaïmba, il dit roi parce qu'il reprend un ancien mot, parce que c'est aussi une manière de résister à cette notion de chef. Mais c'est très mélangé et c'est un cas individuel que je vous raconte. Le chef d'à côté, il va vous l'interpréter autrement. Donc il ne faut surtout pas, ce que je dis, prendre comme un absolu et quelque chose comme une chape qu'on peut imposer sur
toute l'Afrique australe ou surtout la population Uvaimba. C'est un témoignage d'une personne qui a rapporté quelque chose et que moi je rapporte. Il a beaucoup de bétail, est-ce qu'il a beaucoup de femmes aussi, pardonnez-moi pour le parallèle? Non, il n'a pas forcément beaucoup de femmes, c'est-à-dire que ça se perd aussi maintenant parce qu'il y a un peu un processus de christianisation qui est en train de s'opérer et avec ça, une tendance de transmission uniquement par les hommes. Parce que traditionnellement, par qui héritons ces bœufs? Par son oncle utérin, c'est-à-dire par le frère aîné de sa mère. Ah, d'accord. C'est-à-dire que le bétail passe par la famille maternelle, le bétail traverse notre vie. Et on a le droit d'accorder à son épouse ou à ses épouses des vaches à traire, et c'est jamais des mêmes vaches. Chaque femme a ses vaches à traire. Il y a un problème avec ce rapport à l'école. Oui. Quand les Ovaimba il y a un problème, oui. considèrent que l'école est plus un danger pour leur culture qu'une opportunité. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Ils savent que c'est important pour leurs enfants. C'est des écoles mobiles qui sont devenues des écoles sédentaires ensuite. Oui, ils sont plus ou moins sédentaires maintenant parce qu'en fait les profs sont urbanisés, chrétianisés, ils ne veulent pas vivre dans les tentes, se déplacer. Ils se lassent vite, hein, mais je dois dire, pour l'avoir fait pendant 7 ans, il faut assumer l'inconfort 24 sur 24. 7 ans d'ailleurs, parce que vous oui. 7 ans sur place. 7 ans. Donc ils savent que c'est important. En même temps, ils savent aussi, pour avoir fait l'expérience, et d'ailleurs les jeunes assistants qui m'aidaient et qui traduisaient dans un premier temps pour moi, étaient tous des jeunes qui sont partis à l'école. Ils partent à l'école, c'est très difficile, ils arrivent en retard par rapport au programme scolaire. Quand ils reviennent pour les vacances, les parents les envoient à la bergerie parce qu'ils ont besoin d'eux, donc ils arrivent encore en retard. Ils viennent d'un autre monde, ils peuvent être brillants, mais souvent les programmes scolaires, c'est accompli, mais pas tout à fait accompli. Ils prennent habitude, Nike, Adidas, ils reviennent, ils sont très tendance, ils sont habillés avec des Bermudas, des Nike, des Adidas. Parce que les écoles sont loin des villages en fait, c'est ça? C'est assez loin, oui, ils reviennent. Donc ils ont un peu un malaise par rapport à leur culture, ils ne veulent pas tout à fait reprendre, mais quand ils reviennent, il n'y a pas de boulot pour eux, chez eux. Il y a du boulot, il y a du lait, si les tout petits qui venaient se cacher sous ma tente avec moi, à qui j'ai donné des bonbons, quand les grands-mères venaient les chercher, on les cachait. Ils disaient, mais ils sont où les enfants? Je dis, non, je ne les ai pas vus. Et puis, ils cherchaient sous les draps, ils étaient dans le lit, jambes en l'air, en train de manger des bonbons. Et les grands-mères leur disent, tu veux manger ce soir? Bah, tu vas travailler, à 3 ans. Ils étaient envoyés, bah oui. Ces jeunes, quand ils ont travaillé pour moi, ils étaient d'abord très intéressés parce que je les payais correctement. Il y avait un vrai contrat, il fallait signer, ils avaient à manger, ils avaient des vêtements. Je les apprenais à conduire, à utiliser des ordinateurs, à faire la transcription mot à mot. Bah, très vite, ils se sont lassés de traduire des propos des Uvaimba parce que ça ne les intéressait absolument pas. Ils voulaient la télé, le foot, Adidas, Nike, ils avaient d'autres. Et en plus, ils voulaient des jeunes femmes. Mais des jeunes femmes ne voulaient pas d'eux parce qu'ils ne pouvaient pas faire d'enfants avec eux. Ils ne faisaient pas partie de leur système d'héritage. Les jeunes ne flirtent pas entre eux. Ils flirtent entre eux, mais c'est très codé. Un jeune homme n'arrive pas comme ça dans un domaine familial en flirtant. J'ai jamais vu une signe de flirtation ou d'affection ou de tendresse entre personnes du sexe opposé de ma vie, pas une seule fois. Avec un enfant, oui, ils adorent leurs enfants, mais jamais. Ça, c'est une chose qui fait partie de la vie intime et c'est vécu entre 2 personnes. Et il n'y a que ces 2 personnes qui le voient. C'est rien de ce qu'on voit extrêmement pudique, extrêmement pudique. C'est pas une interdiction en fait, c'est pas... Non, ils sont complètement épanouis. Quel rôle tiennent les femmes dans la société et quel est celui que les hommes tiennent? Mais moi, ce que j'ai vu, c'est hommes et femmes. Le matin,
c'est vrai, c'est plus les jeunes femmes qui secouent le lait pour la cailler. Mais après, tout le monde part dans l'oued et on creuse, hommes comme femmes, plus les hommes parce qu'ils ont plus de force, pour creuser quand même des puits qui fait parfois 4-5 paliers et c'est très dangereux parce que les parois peuvent s'effondrer. Mais après, pour prendre les seaux d'eau, c'est hommes-femmes. Ils sont habillés comment Les jeunes hommes, ils ont un petit napperon devant et une jupe derrière. Les jeunes femmes, pareil, avec leur tenue. Ils enlèvent un peu des bijoux et les coiffent pour ne pas les esquinter pendant qu'ils travaillent. Et parfois, quand même, pour avoir une petite allure, j'imagine que c'est comme les femmes qui ont parfois un petit peu des bigoudis il met un bout de plastique dans les cheveux juste pour avoir la coiffe, un air de coiffe. Alors ça donne une image assez espèce de décalage dans l'image, mais ils sont habillés comme ça. Mais vraiment, les seins nus, c'est absolument pas de la nudité. C'est pas de la nudité. Les seins est une source de nourriture de très grande qualité parce que les seins des femmes, c'est une source de nourriture extrêmement riche pendant 3 ans dans le désert. Ils n'ont pas ce même rapport au corps que nous avons. C'est articulé différemment. Par exemple, ces parties du corps, il ne faut absolument pas le montrer. Je n'ai pas encore dit une fois que par rapport à ça, par exemple, l'affection entre hommes et femmes, des besoins de la nature, j'ai jamais vu une personne avoir un geste impudique. Pour eux, les seins nus, c'est pas de la nudité. La nudité se situe dans cette partie du corps que vous venez de... Voilà. Et là, c'est très codé et très strictement imposé et respecté. Mais le modèle économique des Owaimba, c'est quoi précisément? Est-ce qu'ils vivent de troc, d'échange, du bétail On dit ça qu'ils vivent de troc, mais en fait, c'est des grands éleveurs de bœufs. L'argent est présent ou alors on est uniquement dans... De plus en plus maintenant, mais en fait avant, ils n'avaient pas une économie monétaire. Aujourd'hui, pour payer un petit peu quand même pour l'école, ils doivent payer en monnaie. Pour aller à la clinique, pour les premiers soins, ils doivent payer pour avoir du sucre, du tabac, de l'alcool, tout ce qu'on leur a apporté et dont ils sont maintenant un peu dépendants du sel. Ils doivent payer, et plus cher que nous, parce que le transport pour aller là-bas coûte beaucoup plus cher. Et les commerçants les exploitent aussi, parce qu'ils savent que s'ils ne payent pas le prix qu'on leur demande, ils n'en ont pas. Donc de plus en plus, ils ont des besoins d'argent, et de plus en plus, ils commencent à vendre leur bétail, de plus en plus, ça commence à détruire un peu la notion des animaux sacrés qui sont transmis de génération en génération. Traditionnellement, c'est quoi le modèle économique qui fait... Mais il n'y a pas de modèle économique dans le sens qu'on l'entend. Ils n'ont pas de notion de steak sur pied. Le modèle de vie, c'est le plus on a des bœufs, plus on a des femmes, plus on peut avoir des bergeries, plus... Celui qui n'en a pas. Il est pauvre. Il est pauvre, mais il est obligé de Il travailler. est marginal. Il travaille pour les autres. Pas d'échange monétaire. Les Owaimba, traditionnellement, ils ne construisent pas des maisons et pas des enclos pour des jardins, qui est un phénomène récent chez eux. Ça date d'il y a 300-400 ans seulement. Donc il y a un esprit de famille très développé qui doit exister. Enfin... La sociabilité, la société, la communauté, la famille est extrêmement importante. C'est au sein de la famille. Plus important que l'individu, et leurs ennemis ne sauront jamais qui sont leurs ennemis. C'est la stratégie ancestrale. Et elle s'établit comment cette stratégie finalement? Mais ça veut dire que si tu es une ensorceleuse ou un ensorceleur, je vais te traiter très bien. Parce que si tu vas ensorceler quelqu'un d'autre, tu peux le faire à moi aussi. Donc tu ne vas jamais savoir ce que je pense de toi. D'accord. Ouais, on est toujours dans les traditions ancestrales. Il commence à être très inquiété. Pour l'instant, ça va, j'y arrive encore. Mais on est toujours vraiment, elles sont toujours très présentes ces traditions-là. Enfin, la vie en communauté est difficile quand même quand on est toujours dans ces non-dits-là. Les gens restent dans la famille, ils sont logés, ils sont nourris, ils restent dans la structure familiale. On règle des choses de l'intérieur. C'est vrai que ça fait que les choses ont du mal à bouger.
Mais on peut dire de pour ou du contre. En tout cas, le contrat social, il n'y a pas de rupture dans le contrat social. Jamais. Votre habitation sur place, ils vous l'ont offert, vous l'avez acheté, enfin, ça s'est passé comment? J'avais d'abord des tentes et ensuite on a construit, un monsieur au Mongambwe est venu me construire une hutte. Et vous avez demandé un mariage juste après? Non, moi je l'ai construit parce que je voulais demander en mariage quelqu'un d'autre, mais ça n'a pas marché. D'accord. Les premiers mariages sont plus ou moins arrangés parce qu'il faut quand même garder les troupeaux dans les familles et il faut faire en sorte qu'il y a des bons gens qui sont ensemble. Donc les mariages entre cousins germains sont privilégiés. Et ensuite, pour le second mariage, là c'est plus... coup de foudre ou c'est plus un choix qui est plus libre. J'ai eu d'une seule personne, et c'était le conseiller principal du chef, un problème de racisme. Il disait systématiquement Otirumbu, toi la blanche. Et au début, je rigolais, je ricanais, j'ai essayé de le faire comprendre. En fait, c'était quelqu'un avec qui j'avais une assez bonne relation. Quand il venait des bergeries et ses femmes n'étaient pas à son domaine familial, il venait s'asseoir à ma table, il dit « fais-moi manger ». Je lui fais... Parce que je comprenais, c'était un homme, il avait fait du chemin, il était déjà assez âgé, il avait faim. Et un jour, j'en avais assez. Justement, c'était le cas où je suis allée voir devant lui mon père et j'ai dit, écoute, j'en ai assez, mais maintenant, jamais de ma vie, je parle de quelqu'un en fonction de son appartenance ethnique ou sa couleur, ou je dis jamais un black ou un arabe ou un chinois ou un je ne sais quoi encore. Vous avez une histoire en plus avec ça. Ou un polonais ou je ne sais pas quoi. Je parlais d'un homme ou d'une femme ou d'un monsieur ou d'un nana ou d'un gars ou selon le contexte. Et j'en ai juste assez maintenant. Je suis la blanche de personne. Et c'est là où il n'a rien dit. Devant lui, c'était quand même son conseiller principal. Et il a dit... Il m'a envoyé sur les roses, mais de façon très élégante. Il m'avait dit, je te remercie pour tes conseils et tu peux partir maintenant, continue à faire tes images. Et après, il m'a appelé comme ça, il m'a dit, mais tu sais pas qu'il est complètement stupide, pourquoi tu t'occupes pas de lui? Mais ça a quand même servi après pour qu'il arrête. D'accord. Ça n'est plus jamais arrivé. Ça n'est plus arrivé, en tout cas pas en ma présence. Et avec lui, on est devenus du coup beaucoup plus amis. Parce que je pense qu'il a eu un certain respect, comme j'ai eu le cran quelque part, de lui dire devant le chef que... Et aussi que je lui ai dit, mais moi je ne fais pas ça, pourquoi tu fais ça avec moi? Que ça me blesse, que je n'aime pas ça. Ces moments-là sont filmés ou... Ben non, parce que c'est moi le filmeur. À quel moment vous sortez votre caméra ou votre appareil photo? De façon aléatoire, de façon intuitive, quand j'ai la force, quand j'ai l'énergie, quand j'ai envie, quand je ne suis pas déprimée, quand je ne suis pas triste. Vous laissez passer plusieurs semaines sans écrire, sans prendre de photos, sans filmer? Vous savez, je viens du 16 et du 35. Et quand on filme avec des moyens très chers, et quand on a un bobine au départ en Super 8 de 3 minutes avant de changer, et que ça coûte très cher, et qu'on n'a peut-être que 3 bobines, il faut développer un sens de savoir quand filmer et quand pas filmer, parce que pendant qu'on change, si tant est qu'on a beaucoup de bobines, pendant qu'on change, on peut rater le moment principal. Donc il faut très vite apprendre à jauger qu'est-ce qui se passe et quand est-ce que le moment clé de la dramaturgie de l'événement va arriver pour ne pas la rater. Quand on est en 16, on a, si on change de façon frugale ou très astucieusement, on peut avoir jusqu'à 12 minutes. Mais pour changer, on a besoin de 2 minutes. Si l'événement principal, si l'épopée arrive de la transe pendant les 3 minutes, mais ça ne sert à rien ce qu'on a filmé. C'est-à-dire qu'on a gâché non seulement 12 minutes, mais on n'a pas le moment clé de la cérémonie
Et après, il faut encore attendre, je ne sais pas, 3 semaines, 1 heure, 10 minutes, 20 minutes. Mais là, vous ne contrôlez pas votre scénario dans ce genre de... Non, c'est non scripté. On peut influencer, on ne crée pas entièrement, on écrit à partir d'une réalité existante. En termes d'heures, vous avez... Pas beaucoup, 400 heures d'images vidéo. Des photos. Environ 17 000 négatifs. Des dessins, des écrits. Une cinquantaine de dessins, des écrits, quelques objets qui sont à l'exposition. Je ne suis pas une collectionneuse, j'aime pas collectionner le tangible. Je pense que c'est mieux de laisser les gens avec ce qu'ils ont. C'est intéressant, on va y revenir, on va prendre une question. Je voulais savoir, vous nous disiez tout à l'heure que le fait qu'ils puissent vous voir, les filmer, ça ne vous gênait pas, ça faisait partie des règles du jeu en fait, en fin de compte. Mais durant ces 7 ans, peut-être qu'ils ont eu aussi l'occasion de se voir eux en images. Oui, tout à fait. Et est-ce que ça pouvait leur envoyer des choses d'eux-mêmes et altérer du coup le rapport qu'ils avaient à votre travail, à vous-même aussi? Tout à fait. Je pense que non seulement le fait d'être filmé, mais le fait d'avoir un invité étranger chez eux pendant 7 ans a transformé leur vie à jamais. Maintenant, on peut débattre à savoir si c'est une bonne ou pas une bonne chose, partiellement pas ou pas. Mais le fait d'être filmé, certainement, c'était la première fois qu'ils se voyaient eux-mêmes. Au départ, je faisais des séances de feedback tous les soirs, je leur montrais, ils étaient très intéressés. Et pour moi, c'était absolument passionnant parce qu'ils disaient là, tu avais mal filmé ou pourquoi tu m'as pas filmé moi. Enfin, on avait toutes sortes de réactions ou demain, il faut que tu filmes. Mais aussi, ceux et celles qui m'ont accompagné de très près, notamment Kakandona, la fille cadette du chef, qui s'intéressait beaucoup à ce que je faisais. Elle a commencé à développer des notions d'automise en scène. Elle a compris ce qu'elle pouvait faire avec l'image. Elle a compris que si elle m'amenait avec un regard, que ça allait faire un plan qui la suivait et qu'elle pouvait rester dans l'action. Elle a aussi compris que si je faisais ça, qu'elle n'était pas dans le plan. Mais si elle courait et qu'elle se posait derrière, j'étais obligée de descendre pour qu'elle soit dans le plan, parce qu'elle me gênait dans mon plan. Elle pouvait transformer mon plan. Et on avait un rapport en ce sens. Elle est devenue co-commissaire et co-auteur de mon travail, parce qu'on avait une complicité qui dépassait la communication verbale. C'était une espèce de communication angélique. Elle comprenait tout à fait. Et je suis devenue aussi son instrument. Et ça, c'était... Pour quelqu'un qui fait un travail comme moi à partir de la réalité, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. C'est de se retrouver face à quelqu'un comme ça qui rentre dans l'écriture, mais qui me permet aussi de rentrer dans son écriture. Et ça Sans jamais en parler finalement. Comment? Sans jamais en parler. Parfois, elle me disait non, ça, tu attends. Ou elle me dit quand il y a des problèmes, non, tu filmes pas. Et après, elle me dit, ou elle faisait comme ça. Ok, maintenant, vas-y, tu peux filmer. Parce qu'elle a d'abord réglé des problèmes. Ou par exemple, dans certaines scènes, elle voyait, par exemple, dans les grandes scènes de transe, il y a des moments où la personne est dans une baisse de tension complète. Et moi, ne connaissant pas la suite du scénario, de la prise de possession, et elle, le connaissant parfaitement, elle voyait que la tension commence à tomber dans mon corps, parce que c'est aussi extrêmement éprouvant de rester en tension, parce que c'est pas seulement le poids de la caméra qui aujourd'hui est léger, mais il faut garder le point, il faut cadrer, il faut rester concentré. On est le premier spectateur des choses extrêmement intenses, donc on est dans une espèce de transe soi-même et c'est extrêmement fatigant. Donc dès qu'on voit la tension baisse en face, forcément, nous aussi on commence à se dire, je vais pouvoir arrêter un moment. Et elle, avec un œil, elle va faire, si elle fait comme ça, je sais tout de suite, il ne faut pas lâcher. Il y a un plan absolument fabuleux où elle fait ça, justement, quand Banderois, qui était comme ça dans un moment de semi-mort, en transe, elle faisait comme ça, elle faisait un bruit de oh, elle commençait à chanter avec une voix basse. Elle savait très bien que cette voix très basse, avec ses vibrations, que ça allait
que ça allait me prendre. Et du coup, je suis revenue. Et aussitôt après, Vanderoy est partie et elle est repartie dans la transe. Et j'étais parfaitement cadrée sur elle et on n'a pas raté la scène. Et ça, c'est le rêve. Le rêve le plus absolu de cinéma que moi je puisse avoir. Cinéma. Ça, c'est vraiment du cinéma. Parce que ça a aussi changé le regard qu'ils se portent à eux-mêmes, en fait. Oui. Parce que dans toute société, il y a des moments ritualisés qui sont un peu des moments de mise en scène. Vous avez parlé du système de gestion des conflits, etc. Mais à partir du moment où ils commencent à jeter un regard sur eux-mêmes, c'est un peu comme si on voyait les fils apparaître. Et est-ce que ça, du coup, ça a pu les amener à remettre en question, ou en tout cas, même sans le critiquer à fond, à questionner leur mode de fonctionnement? L'exposition multimédia, très importante, qu'on a fait à mi-chemin de mon séjour chez eux, au Centre culturel franco-namibien, sur invitation de l'ambassadeur de France. Là, Kakandona, elle était véritablement le co-commissaire. Elle a constitué un groupe de jeunes qui sont venus faire des performances, alors qu'ils n'ont jamais été dans une situation où ils voyaient leur culture ou une autre culture en représentation. Sans avoir le trajectoire imaginaire, elle a constitué un groupe, elle s'est occupée pour faire en sorte que tout le monde, que les vêtements de tout le monde étaient un peu mis à niveau, bien faits, bien nettoyés et tout. Elle a prévu des instruments et tout, elle a prévu plusieurs scénettes. Ils sont arrivés la veille de l'exposition, ils n'avaient encore rien vu, ils ne savaient pas. Ils sont arrivés dans un grand espace cloisonné en plusieurs pièces où il y avait quelques objets aussi, mais des photos et des vidéos, des dessins, des choses, et avec des paysages sonores qui étaient montés en boucle. Chaque paysage sonore avait une durée différente, et donc on a mixé le son pour qu'il y ait une espèce de chevauchement de ces paysages sonores, mais c'est-à-dire qu'on n'entendait jamais les choses de la même manière. Et tous ces paysages sonores étaient composés de bruits et de sons que j'avais enregistrés de la vie de tous les jours. C'est-à-dire c'était une composition, une recomposition que j'avais fait artificielle. Je n'ai pas coupé de façon aléatoire dans les paroles, mais par exemple, j'ai pris des oiseaux, des pas, l'attrait des vaches, des choses comme ça. Ils ont écouté pour la première fois, ils ont été invités à faire des performances. En échange avec des gens, on a fait des discussions avec eux où ils ont expliqué leur culture, où ils ont su entrer dans une discussion existentielle par rapport à leur culture, à un niveau d'abstraction très très élevé, sans aucun problème. Dès le retour à la maison, il se constituait, sous l'incitation de Kakandona, qui était le leader du groupe, pour faire une performance de danse d'Ondjongo. Et j'ai expliqué à Kakandona que ce n'était pas nécessaire. Je savais ce qu'ils étaient capables de faire et j'avais proposé qu'on faisait des sortes de workshops d'échange de savoir-faire pour des sciences de la religion, c'est-à-dire avoir des théologiens, des prêtres ou des gens qui font l'exorcisation ou autour de l'air vestimentaire, autour du travail de voix qu'ils font dans leur chant avec des chanteurs de l'opéra, mais vraiment des gens de très haut niveau. Donc on avait réussi à orienter les choses de cette manière parce que je voyais un danger de folklorisation qui s'installait spontanément de cette manière-là. En parlant de religion, justement, quelle est la leur? Vous parlez de christianisme tout à l'heure. Ils ont une religion qui est propre à leur tribu? Ils ont une organisation religieuse qui est très proche des religions monothéistes. Ils sont monothéistes, Marie. Ils sont à la fois monothéistes, puisqu'ils parlent de l'être suprême. Ouais. Seul le père de famille, qui est donc le prêtre, un peu du domaine familial, est habilité à se présenter à l'autel sacré, qui est un complexe du feu sacré qui ne doit jamais s'éteindre, qui de nos jours s'éteint, mais qui est toujours présent.
avec des pierres et un endroit où on met des sacrifices pour l'être suprême et pour les ancêtres, qui sont un peu des anges, en quelque sorte. Pris pour toute la famille. Oui, voilà, c'est seul lui, par l'intermédiaire des esprits, qui peut communiquer avec l'être suprême. D'accord. Mais les esprits peuvent se manifester, des esprits d'ancêtres, comme des esprits d'animaux, comme des esprits de choses inertes, pour nous inertes, peuvent se manifester dans des personnes. Donc, c'est-à-dire que tout est vie et tout doit être respecté comme une forme de vie. Comment est-ce qu'on revient de 7 ans chez les Owaimba? C'est extrêmement difficile parce qu'on est à jamais transformé. Aujourd'hui, je vois la vie avec une sorte de vision cubiste. Déjà, du point de vue linguistique, c'est très différent parce que chaque langue a sa propre système de pensée et sa propre mentalité. Chaque parisianisme que je peux vivre, je le vois du point de vue, de leur point de vue. Vous êtes un petit peu une Owaimba. Il s'est passé beaucoup de choses entre nous, on est toujours très très liés et surtout leur point de vue est un regard dont j'ai fait mien et que je chérisse et que je trouve par rapport à beaucoup de choses très beau. Je voudrais vous remercier parce que j'ai trouvé votre témoignage très touchant et passionnant. Vous avez dit que vous accordiez très peu d'importance aux objets. Et comment ça s'est fait en fait? Est-ce que ça s'est fait justement via votre expérience? C'est ma condition d'exilé d'abord, car lorsque l'on s'exile, on paye le prix le plus fort. On paye les odeurs, on paye la chair, on paye les textures, on paye les couleurs. Donc déjà là, il y a un détachement. Est-ce que vous avez joué de la musique à nos amis, à vos amis au Owaimba, vous qui êtes férus de musique, de violon, je crois, et de piano, c'est ça? Oui, non, j'ai arrêté la pratique totalement. Pour moi, la musique est complètement conceptuelle. C'est la musique et la mélodie, et qui dit mélodie dit chute, et qui dit chute par l'écriture. Dans chaque geste, il y a une chute. Si on a un mauvais geste, mais qui se pose très bien, il est quand même bien par celui qui l'aperçoit. Et c'est vrai pour une phrase d'écriture, c'est vrai pour un plan de cinéma. Si un plan est un peu bancal, où il y a un moment de vide, s'il se pose parfaitement sur un visage très beau, le spectateur va oublier le moment un peu bancal et il va retenir la chute. C'est une superbe chute en tout cas, je trouve. Je vous invite à vous rendre à la Bibliothèque nationale de France. Se tient l'exposition de Rina jusqu'au 29 novembre. C'est un peu difficile à trouver les couloirs de la bibliothèque François Mitterrand. C'est à côté des globes. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc c'est facile. Sinon, Oui. jusqu'au 15 novembre. Oui. Jusqu'au 15 novembre. Oui. Ça a commencé le 29 septembre. C'est du 29 septembre au 15 novembre. Oui. Vous allez découvrir tous les visages dont elle a parlé, les puits qui se creusent, les bovins, enfin toutes les processions, les tenues traditionnelles. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Je vous remercie d'avoir participé à ce très beau moment. Merci de nous avoir fait découvrir tout ça. Merci, Merci et Marie, merci à pour vous la qualité des cafés que d'être tu organises. venus. Et... Je crois qu'on est tous contents ce soir. Merci Alfred et bravo Rina. Merci beaucoup. Yeah.